Donc, avant tout, un petit mot d'introduction. Ce qu'il faut retenir, c'est par rapport à tous ces travaux d'études et l'intrication entre le monde de la recherche et le monde professionnel, c'est, je pense, la meilleure synthèse de tout ça, c'est la citation de Paul Valéry: «L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte», même si, avec tous les éléments que je vous apporte, ces concepts, ces notions, elles ne sont pas mises en pratique, ça n'a aucun intérêt. Donc toujours bien appliquer ce qui peut être le fruit des études intellectuelles. En quelques mots sur l'historicité de la place des femmes dans la société, ce qu'il faut retenir, c'est l'origine de la revendication de l'égalité entre les sexes. Pour moi, les prémices arrivent un peu après 1789, plus précisément 1791, à la Révolution française, et au-delà, donc avec Olympe de Gouges. On a en quelques dates clés aussi l'accès à l'éducation scolaire pour les filles en 1882. Également, une autre date charnière, la place des femmes pendant la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant de relever par rapport à ce premier sujet, c'est que les femmes ont dû finalement remplacer de force les hommes qui étaient sur le champ de bataille, et c'est leur première incursion véritable dans le monde professionnel, même si on a pu le voir dans l'histoire, on va dire, de la révolution industrielle. Les femmes ont progressivement intégré le monde du travail. Et enfin, une autre date clé, la réforme législative et constitutionnelle qui fait que, après, en 1946, les femmes auront les mêmes égalités, les mêmes droits et les mêmes niveaux d'égalité que les hommes, revus par la Constitution. Donc, je vous ai mis quelques dates clés. Ce qu'il faut juste retenir, c'est celle de 1946, 1972, 1983, 2001, 2014 et 2018. Par rapport à 2014 et 2018, la différence fondamentale, c'est qu'on n'est plus sur une obligation de moyens, mais une obligation de résultats sur la place des femmes en société, mais en société au sens société entreprise. Donc on parlera peut-être plutôt d'organisation. Et donc elles sont contraintes par le législateur, ces entreprises, à devoir mettre en place des dispositifs pour finalement garantir cette égalité entre les sexes. Pour ce qui est de la question du jour par rapport à toute cette enquête, finalement, je me rends compte que, par exemple, on a le cas de Marguerite Yourcenar, qui est la première femme à intégrer l'Académie française. On a aussi l'introduction de Marie Curie au Panthéon, donc panthéonisée, mais bien plus tard. Donc, moi, je me pose une question, c'est: les femmes sont-elles moins reconnues pour leurs travaux, ou en tout cas pour leurs contributions, dans certains métiers ou certains secteurs? On voit qu'il y a une disparité dans la reconnaissance, dans la place des femmes dans les organisations, en société. C'est ce qui finalement a fait tirer le fil de toute cette étude. Pourtant, on constate que dans les années 1970, on a une arrivée massive de femmes ambitieuses sur le marché du travail, que les années 1980 voient tous les secteurs se féminiser, certes de manière inégale, et surtout au profit du secteur tertiaire, donc à savoir plutôt les services, surtout plus que le primaire et le secondaire. Ce qui nous a conduit à regarder une étude, une analyse de l'INSEE, où on constate qu'il y aurait des choix influencés par des facteurs culturels et structurels. Sur la base de ces éléments, j'ai commencé à étudier le milieu scolaire. Le milieu scolaire, donc du début de la primaire à la fin du lycée, on constate que les filles obtiennent de meilleurs résultats et plus de mentions à leurs examens diplômants, et qu'il y a une disparité dans les choix d'orientation. Alors, je vous donne les anciennes filières, mais on parlait des filières S, ES, L. Donc on constate qu'il y a une répartition plutôt dans les filières ES et L pour les filles, et d'autre part S et STI 2D. Et on constate d'un, des stéréotypes de genre, deux, une division sexuée de l'orientation scolaire. Je vous donne très rapidement, on ne va pas les analyser, on n'a pas le temps et c'est trop petit, des illustrations de tableaux à double entrée qui sont justement issus de ces rapports d'études de l'INSEE et qui m'ont permis de pouvoir sortir des données chiffrées et donc une analyse un peu plus poussée.
Ce qu'il faut retenir sur les études supérieures, c'est que les filles se tournent vers des filières considérées comme moins sélectives, telles que la biologie, les sciences humaines, et à l'exception de la médecine, mais qui se rapportent quand même au domaine de l'humain. Elles réussissent mieux leurs études et leur taux de diplomation est plus élevé. Elles font des études plus longues qui ouvrent à des professions qualifiées et qui indiquent à de meilleures carrières. Certes, les femmes connaissent une mobilité sociale ascendante, mais elle est principalement due à des dispositifs législatifs relatifs à l'égalité professionnelle. Donc, cette première conclusion, ce premier constat, c'est que nous avons des secteurs très genrés et l'idée, c'est de pouvoir tirer le fil pour comprendre pourquoi il y a des secteurs très genrés en l'occurrence. Je vous ai remis aussi ce type de graphique ou de tableau à double entrée, mais voilà, c'est pas l'intérêt d'aujourd'hui de présenter ça. Pour ce qui est de l'influence à l'orientation scolaire, on voit que l'influence scolaire, elle est différenciée et elle conduit à un fort ancrage psychosociologique, donc c'est un couplage entre le psychologique et le sociologique qui se répercute sur le marché du travail. On suppose que ces secteurs très genrés alimentent un phénomène de ségrégation professionnelle sexuée, ce qui accentue et entretient ce déséquilibre. Pour ce qui est de notre étude, donc, tout simplement, c'est de comprendre les causes profondes de la sous-représentation des femmes dans les métiers techniques, puisqu'on va s'intéresser au secteur secondaire, l'industrie, et ce, malgré les efforts qui sont déployés pour favoriser la parité. Notre focale se focalisera sur le secteur du nucléaire, qui sera vraiment pris à titre d'exemple pour voir comment ce secteur nucléaire peut contribuer à la féminisation tout en garantissant une égalité des chances en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, de conditions de travail, tout ce qui fait finalement l'égalité professionnelle. Deux hypothèses sont soulevées en lien avec cette problématique. La féminisation comme levier à l'égalité professionnelle, point d'interrogation. On peut supposer qu'elle constitue une stratégie clé dans la politique des ressources humaines des entreprises pour réduire les écarts de genre. Et une deuxième hypothèse, l'évolution des mentalités comme moteur du changement. Quid, la prise de conscience collective et des évolutions sociétales influencent l'intégration de femmes dans ces métiers. Ce qu'il faut peut-être juste vous préciser, et j'insiste sur ce point, c'est que la féminisation, elle ne peut pas être vue comme de simples questions de quotas, de statistiques, mais qu'il est aussi question d'une transformation culturelle profonde en vue justement d'une égalité réelle et durable entre les sexes. Et tout ce que je vais préciser n'a pas pour vocation d'être axiomatique, immuable et encore moins dogmatique, sachant que les sciences humaines n'est pas une science exacte et qu'elle a pour vocation d'être évolutive à travers le temps. À travers le temps, l'espace et donc les sociétés. Une petite citation de Simone de Beauvoir dans ce qui peut être considéré comme la Bible du féminisme, dans son premier tome du deuxième sexe. Économiquement, hommes et femmes constituent presque deux castes. Toutes choses égales, les premiers ont des situations plus avantageuses, des salaires plus élevés, plus de chances de réussite que leurs concurrentes de fraîche date. Ils occupent dans l'industrie, la politique, etc. un beaucoup plus grand nombre de places, et ce sont ceux qui détiennent les postes les plus importants. Outre les pouvoirs concrets qu'ils possèdent, ils sont revêtus d'un prestige dont toute l'éducation de l'enfant maintient la tradition. Le présent enveloppe le passé, et dans le passé, toute l'histoire a été faite par les mâles, avec le risque économique. Elle esquive le risque métaphysique d'une liberté qui doit inventer ses fins sans recours. Dans une première partie, donc, nous allons d'abord voir la revue de littérature avec un angle universitaire, et à commencer d'abord par l'influence de l'orientation scolaire différenciée. Donc, on va d'abord se concentrer sur la psychologie sociale. Par rapport aux stéréotypes, il existe des stéréotypes dans la société, et ce qu'il faut retenir sur ces stéréotypes, c'est que ce sont des catégorisations simplifiées, voire réductrices de la réalité, une pensée dont la portée se veut économique au sens de peu de moyens intellectuels mis à disposition, de ressources intellectuelles, et globalisante qui prend tout dans le même panier. Cela conduit donc à une vision, à des représentations figées et erronées des rôles sociaux, et ces ancrages partagés
alimente des résistances collectives, puisque finalement, si le collectif partage ces stéréotypes, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, par analogie. Cette stéréotypie de genre est instaurée durant l'enfance et fondée sur une distinction entre les filles et les garçons qui amène à une orientation académique et professionnelle différenciée. Ce qui est intéressant de relever, c'est que franchir la frontière des genres revient à transgresser les règles établies entre donc garçons versus métiers d'études dits féminins et à de l'illégitimité, les filles versus des métiers et des études dits masculines. Donc la perpétuation des rôles sexués sont entretenus par les instances de socialisation et d'autre part, les institutions instaurent une forme de conservatisme social, on pourra le voir par la suite. Une petite slide pour vous rappeler quelques éléments justement de distorsion cognitive et donc de stéréotypie. On peut parler par exemple d'abstraction sélective, ne retenir qu'un détail d'un événement et l'interpréter hors de son contexte, de l'inférence arbitraire, c'est-à-dire tirer une conclusion sans preuve évidente, un raisonnement dichotomique, la loi du tout ou rien sans nuance intermédiaire, la surgénéralisation, l'idée d'imposer une règle générale qui est dictée par d'un fait spécifique, et l'étiquetage, à savoir un jugement définitif. Et je pense notamment à une citation d'Henri Laborit dans son livre Éloge de la fuite. Il est intéressant de chercher à comprendre les raisons qui font que les hommes s'attachent avec tant d'acharnement à ce concept de liberté. Il faut noter tout d'abord qu'il est sécurisant pour l'individu de penser qu'il peut choisir son destin puisqu'il est libre, il peut le bâtir de ses mains. Or, curieusement, dès qu'il naît au monde, sa sécurisation, il la cherche au contraire dans l'apparence au groupe, familial, puis professionnel, de classe, de nation, etc., qui ne peut que limiter sa prétendue liberté, puisque les relations qui vont s'établir avec les autres individus du groupe se feront suivant un système hiérarchique de dominance. L'importance, c'est de distinguer les concepts de sexe et de genre. Pour faire de manière très schématique, le genre est une construction sociale qui repose sur des effets de discours. Il n'est pas question de données biologiques immuables, et le genre n'a pas d'existence naturelle en dehors des cadres socio-culturels. Le genre s'inscrit dans une logique de performativité, c'est-à-dire de codification des comportements et de normalisation des actes de langage. En contrepoint à ce concept, qui amène justement à l'effacement du sujet, une analyse plus récente de Judith Butler, donc philosophe et théoricienne du genre, propose que le principe de déconstruction se fasse par la prise de conscience, éliminant l'idée de destruction. C'est finalement l'idée d'un discours féministe progressiste, où finalement déconstruire ne veut pas dire détruire, et donc ne veut pas dire aussi braquer tout un chacun. La reconnaissance des normes sociales amène à une remise en question des assignations identitaires qui sont imposées aux individus. Je vous donnerai un exemple très simple de performativité. Vous, mesdames, ou messieurs les hommes, quand vous vous levez le matin, vous êtes des agents neutres. Mais quand vous allez vous habiller, quand vous allez vous peigner, quand vous allez vous maquiller, vous apprêter, vous devenez femme, vous devenez homme, vous devenez féminité, vous devenez masculinité. Parce que finalement, vous avez des codes qui sont liés à des assignations identitaires. Et Judith Butler, pour cette étude sur les comportements, les actes de langage, les actes joués physiquement, elle prend l'exemple des drag queens qui sont finalement un regard caractéristique, stéréotypé et surtout à l'apogée de l'image des clichés de sexe, puisque justement les drag queens vont jouer sur l'exacerbation des caractéristiques dites masculines ou surtout dites féminines en l'occurrence. Donc, pour résumer sur les actes de langage constatatifs, là, on est plutôt sur les théories d'Austin. Ce sont des éléments qui décrivent une situation donnée et peuvent donc être vérifiés dans la réalité. Et les actes performatifs, ce sont des choses qui sont produites et qui produisent l'événement auquel ils se réfèrent et donc sont susceptibles ou non
oui ou non de vérification, mais surtout de réussite ou d'échec. Et Judith Butler va parler de facticité, c'est-à-dire le caractère construit. En l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être relié à Simone de Beauvoir dans l'une de ses citations de son premier tome du Deuxième Sexe. Enfin, une société n'est pas une espèce. En elle, l'espèce se réalise comme existence, elle se transcende vers le monde et vers l'avenir. Les mœurs ne se déduisent pas de la biologie. Les individus ne sont pas abandonnés à la nature, ils obéissent à cette seconde nature qu'est la coutume et dans laquelle se reflètent les désirs et des craintes qui traduisent leurs attitudes ontologiques. Ce n'est pas en tant que corps, c'est en tant que corps assujetti à des tabous, à des lois, que le sujet prend conscience de lui-même et s'accomplit. C'est au nom de certaines valeurs qu'il se valorise. Et encore une fois, ce n'est pas la psychologie qui saurait fonder des valeurs, plutôt les données biologiques revêtent celles que l'existant leur confère. Donc on a vu la psychologie de l'orientation, on a vu la sociologie du genre et la philosophie du genre. Et donc, on a à chaque fois quelques éléments, quelques mots-clés qui nous amènent à pouvoir tirer notre fil. Et donc là, on va essayer de faire plutôt l'intrication entre la psychologie de l'orientation et la sociologie du genre. Et donc, une construction tautologique, c'est-à-dire redondante, systémique de l'individu. On va essayer d'avancer sur ça. Donc, l'idée, c'est aussi de vous présenter un renversement dans le prisme de lecture. Les filles, finalement, quand on étudie les rapports de l'INSEE, les filles se répartissent de manière plutôt équilibrée entre les filières, ce qui n'est pas le cas des garçons. On parle toujours des filles qui partent plutôt en S, en EL, mais dans les faits, les chiffres tendent plutôt à présenter que c'est plutôt assez bien lissé. Et donc, ces garçons qui ne se répartissent pas correctement dans les filières générales font que justement, il y a une monopolisation, par exemple, de la filière S. Cependant, pour les filières technologiques, là, on est clairement dans une stratégie d'évitement pour les filles, car une potentielle inadaptation supposée au genre. Les orientations sont le reflet d'une construction identitaire, à la fois une projection sur les attentes scolaires versus la vision que l'on a de soi, et une projection sur les attentes sociales. On va parler d'un principe de conformisme aux normes, aux codes. Les enfants ont finalement besoin d'acceptation pour être intégrés en société. Et donc le genre est un produit puissant du processus de socialisation où la reconnaissance et l'estime de soi reposent sur l'intégration des codes de la masculinité et de la féminité. Le regard de l'autre, avec un grand A, devient structurant et pousse à se conformer aux modèles sociaux dominants. Masculinité et féminité se caractérisent par des attributs, les uns jugés actifs, les autres passifs. Ils enferment les individus et notamment les enfants dans des rôles rigides, et ceux qui s'écartent des normes et des attentes socio-culturelles sont marginalisés, mis au banc de la société, subissant des discriminations et un isolement social. Par exemple, les jeux d'enfants. Les jeux de garçons sont vus comme l'aventure en extérieur. Les jeux des filles sont vus comme liés à la passivité en extérieur. C'est finalement aussi les caractéristiques, les attributs que vous avez à l'écran entre les distinctions et finalement ce qu'on peut considérer être des caractéristiques dites féminines et dites masculines. Je pense évidemment que vous en avez forcément entendu parler ou que vous-même, inconsciemment, vous en avez fait usage. Question, qu'en est-il de la construction biologique du cerveau, carte mère du corps et de l'esprit, puisqu'on a beaucoup parlé de biologie et peut-être d'inné, acquis, nature, culture. Outre le sexe, y a-t-il une formation conduisant à un déterminisme biologique qui va influencer l'identité de genre? Alors, pour illustrer mes propos, j'aurais bien aimé vouloir vous mettre une coupe de cerveau, mais ça aurait été un peu scabreux. Donc, pour les plus sensibles d'entre nous, je nous ai évité ça. Mais ce qui était très intéressant de relever dans la biosociologie, c'est que les neurosciences cherchent à savoir ce qui peut relever justement de l'inné ou de l'acquis entre hommes et femmes. Historiquement, il y a de terribles erreurs qui ont été commises, des erreurs majeures d'interprétation sur le poids et la taille du cerveau
donc plutôt à la fin du 19e siècle, où on supposait que ce poids et cette taille de cerveau amenaient à une capacité cognitive. Tout simplement, poids plus taille égale capacité cognitive égale intelligence. Ces thèses, bien évidemment, ont été discréditées depuis, parce que cela aurait supposé une infériorité intellectuelle des femmes. À titre d'exemple, en moyenne, les hommes sont plus grands, sont plus massifs que les femmes, et donc ont des organes plus gros que les femmes. Si on s'en tenait simplement à cette théorie biologisante, les femmes seraient systématiquement, ou en tout cas en majorité, inférieures intellectuellement. Or, pourquoi ça a été discrédité depuis? C'est parce que ce sont des études récentes qui démontrent que le volume cérébral n'a aucun lien avec le quotient intellectuel. Au centre du cerveau, un peu en forme de courge, on va dire un peu oblique, vous avez le corps calleux qui, de par sa taille, varie proportionnellement avec le volume global du cerveau. Donc, pour résumer, si gros cerveau, gros corps calleux, et inversement. Mais ce volume global du corps calleux n'a aucun lien avec le sexe du sujet. Et l'imagerie médicale, puisque finalement c'est les technologies modernes qui le démontrent, elle révèle qu'une activation, il y a peut-être aussi une activation différenciée du cerveau selon des tâches cognitives exécutées, relevant d'une construction socio-culturelle et donc réfutant la performance basée sur le sexe des individus. Pourquoi il peut y avoir des activations différenciées dans le cerveau? Non pas parce qu'il y a une différence biologique, mais tout simplement parce que le cerveau, à l'instant T, quand il est pris pour exemple, il a déjà connu des constructions socio-culturelles. Donc, il a déjà connu des influences. Et le cerveau est donc une collection d'expériences de vie qui fait que nous n'allons pas avoir la même plasticité cérébrale et que cette plasticité cérébrale évolue tout au long de la vie et remet en question les différences innées et immuables. Le vécu engendre une collection de ces expériences de vie à l'origine de la structuration du cerveau. Même exposés aux mêmes expériences, chacun développe une carte mentale unique, influencée par une multitude de facteurs environnementaux et sociaux. Donc ni les gènes ni les hormones ne peuvent expliquer la construction de l'identité. Ainsi, le développement cognitif et psychologique des individus est majoritairement influencé par son environnement et les expériences liées au genre influencent également la structure cérébrale. Typiquement, depuis qu'on vient de commencer cet exposé, vous avez eu exactement le même niveau d'information. Je vous ai présenté à toutes et à tous la même chose, mais vous n'avez pas enregistré l'information de la même façon. Voilà, à titre d'exemple, ce qui fait que la carte mentale qui est la vôtre est unique. En parallèle de cela, je voudrais juste me concentrer sur le bas de la slide qui explique que ainsi, la femme ne saurait être considérée simplement comme un organisme sexué. Parmi les données biologiques, seules ont une importance celles qui prennent dans l'action une valeur concrète. La conscience que la femme prend d'elle-même n'est pas définie par sa seule sexualité. Elle reflète une situation qui dépend de la structure économique de la société, structure qui traduit le degré de l'évolution technique auquel est parvenue l'humanité. On a vu que biologiquement, les deux traits essentiels qui caractérisent la femme sont les suivants. Sa prise sur le monde est moins étendue que celle des hommes, elle est plus étroitement asservie à l'espèce. Mais ces faits prennent une valeur tout à fait différente selon le contexte économique et social. Le contexte économique et social. C'est très intéressant de relever qu'en 1949, plus précisément en 1947, c'est à partir de la période à laquelle elle a rédigé Le deuxième sexe, elle a eu une longueur d'avance et une intuition incroyable sur des technologies d'imagerie médicale qui n'existaient pas alors, et elle a eu cette intuition de pouvoir faire la distinction entre le biologique et le social. Outre la biosociologie, si on va dans le champ de la métapsychologie, la socialisation est un processus d'apprentissage qui façonne la psychologie et les comportements en société, suivant l'intégration de normes, on va dire code, règles de conduite et valeurs. Ce processus est évolutif dans l'espace et dans le temps. On distingue la socialisation primaire de la socialisation secondaire. L'une intervient durant l'enfance et façonne la capacité à vivre en groupe. L'autre régit la personnalité tout au long de la vie.
La socialisation donc repose sur des interactions réciproques où tout un chacun est émetteur et récepteur et agent du changement. À titre d'exemple, vous avez l'émetteur, le récepteur. L'émetteur va formaliser un message, l'encrypter, l'envoyer à son récepteur qui va le décrypter, l'analyser, formaliser une réponse en l'encryptant et renvoyer le message. Et donc, en fait, ce jeu d'information, de transmission d'information, fait que justement, nous avons l'effet de socialisation. On distingue trois formes justement de socialisation. La socialisation de renforcement qui influence, où les influences reçues dans l'enfance sont consolidées par les interactions sociales ultérieures, notamment dans la construction des stéréotypes de genre. L'enfant qui passe du milieu familial au milieu scolaire, par exemple. La socialisation de transformation, où de nouvelles expériences modifient partiellement les acquis antérieurs. Vous rentrez dans le monde de l'entreprise, votre référentiel de schéma de pensée va évoluer. Et la socialisation de conversion, un individu adopte un nouveau système de valeurs et de croyances, transformant radicalement son identité sociale. Pour ce qui est de cela, je trouve que le psychanalyste Winnicott a eu une bonne intuition sur le sujet, où justement il étudiait la psychanalyse la psychologie et la psychanalyse de l'enfant. Et donc dans son écrit Jeu et réalité, l'espace potentiel, il écrivait lui-même: le moment clé est celui où l'enfant se surprend lui-même et non celui où je fais une brillante interprétation. L'interprétation donnée quand le matériel n'est pas mûr, c'est l'endoctrinement qui engendre la soumission. Le corollaire est que la résistance naît de l'interprétation, en dehors de l'ère où analyse et patient jouent ensemble. Et donc Darmon nous explique que la socialisation est un processus par lequel l'enfant intériorise les divers éléments de la culture. Donc on parlait de valeurs, codes, normes, des codes symboliques et des règles de conduite, et qui donc s'intègrent dans la vie en société. Pour ce qui est toujours de cette métapsychologie sociale, un conflit intérieur émerge lorsque la socialisation primaire et secondaire se contredisent. Toutefois, la pression sociale conduit une socialisation de transformation ou de conversion. Les croyances initiales sont remises à plat. L'acquisition de dispositions sociales est un processus pluriel combinant des facteurs de la socialisation primaire et secondaire, les fondations des pratiques et des représentations des individus. Et la socialisation est un phénomène intergénérationnel où la famille transmet des normes et des valeurs, des codes de conduite en société qui pourront être infirmés ou confirmés lors de l'arrivée à l'école. Cette socialisation méthodique repose sur une double intentionnalité de transmission consciente et de systémie visant à la cohésion sociale. Pour partie intentionnelle, la socialisation repose sur un processus inconscient et essentiellement imitatif. La stabilité et la cohésion de la société en dépendent. Je vous donnerai par exemple une matrice vinyle pour les plus anciens d'entre nous. Lorsque vous avez le vinyle, donc le 33 tours, à l'origine, vous avez cette matrice pour pouvoir, donc vous avez une pâte vinyle, et la matrice vient donc imprimer la pâte, qui va ensuite être remisée pour pouvoir être mise sur des tiges et donc stocker, sécher, durcir et après mettre le petit autocollant, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est l'étape de presse. Quand la matrice vinyle vient presser des imperfections et qu'elle forme des bulles, ces imperfections finalement sont reproduites à l'infini. Il en va de même avec les agents sociaux. Lorsqu'un parent a un stéréotype, il vient finalement inconsciemment le transmettre à son enfant, et son enfant à son enfant, et ainsi de suite. On est sur un processus systématique. La vision maussienne donc, de Mauss, de la sociologie, reprend les fondations du holisme méthodologique qui est développé par Émile Durkheim pour conceptualiser que les schémas mentaux, les schèmes mentaux, sont le produit de l'intériorisation des dispositions sociales. Il n'y a pas de capital culturel inné. L'idée à retenir, c'est que si la société existe en tant que telle, aucun individu n'a de conscience façonnée. En contrepoint, la vision weberienne, donc Max Weber, explique que la société est le produit des comportements individuels. Une société est le fruit d'agents rationnels et autonomes. Ainsi s'oppose l'école holistique et individualiste.
Donc l'idée, c'est d'avoir une société, des individus. La société influence les individus. Là, on va parler de holisme. Et si finalement une somme d'individus s'influence et se transpose à la société, on parlera d'individualisme méthodologique. Étant à la fois complémentaire, mais surtout partiel, Norbert Elias, autre penseur, développe l'idée d'un réseau d'interdépendance et d'influence mutuelle entre les individus et les structures sociales. Finalement, cette co-construction a nourri la notion d'habitus, concept qui sera repris et plus tard approfondi par Pierre Bourdieu. Justement, parlons de Bourdieu. Bourdieu et Passeron, Jean-Claude Passeron, explique que les inégalités sociales sont la conséquence d'orientations scolaires et professionnelles différenciées fondées sur l'héritage culturel et les origines sociales. L'habitus désigne l'ensemble des dispositions sociales intériorisées pouvant conduire à de l'autocensure sociale. En soi, l'habitus constitue un socle d'une reproduction sociale à l'origine d'aspirations genrées, s'immisce alors une hiérarchie implicite perpétuant une domination masculine naturalisée, c'est-à-dire rarement remise en question, étant perçue comme une évidence, une normalité. Ainsi naît une consolidation différenciée entre les sexes. Donc Bourdieu et Passeron définissent cela par un habitus comme une structure structurante et structurée car l'habitus est généré par l'observation des expériences du passé dans son milieu social d'origine, structurante car l'habitus est le principe qui préside au choix et va donc déterminer la trajectoire future. Et Simone de Beauvoir nous explique à ce titre, aussi nous n'en donnons-on jamais qu'une image inauthentique, et dans l'inauthenticité, on ne saurait guère trouver d'autre critérium que la normalité. La description du destin féminin est de ce point de vue tout aussi frappante, au sens où les psychanalystes l'entendent, s'identifier à la mère ou au père, c'est s'aliéner en un modèle, c'est préférer au mouvement spontané de sa propre existence une image étrangère en deux modes d'aliénation. Il est bien évident que jouer à être un homme sera pour elle une source d'échec, mais jouer à être une femme est aussi un leurre. Être femme serait être l'objet, l'autre, et l'autre demeure sujet au sein de sa démission. L'arrivée des femmes sur le marché du travail durant la révolution industrielle n'a pas permis à ces dernières de revendiquer leur émancipation économique. Finalement perçue comme une main-d'œuvre bon marché par les employeurs du XIXe siècle, leur force de travail les a rendues plus vulnérables à une exploitation pouvant faire appel au chantage. Si pour certaines il était question d'un salaire d'appoint, d'aucunes avaient réellement besoin de ce salaire afin de subvenir aux dépenses d'un ménage. Et donc finalement, les employeurs jouent sur ce paramètre en disant finalement j'ai quelque chose à vous offrir, un travail pour un moindre salaire, mais j'ai que ça à vous offrir. Si vous ne prenez pas, vous allez voir l'employeur d'en face. Je vous donnerai à titre d'exemple, mais qui n'est pas un exemple historique au sens réel, mais en tout cas issu de la littérature, c'est la déchéance de Fantine, qui abandonne Cosette aux Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo, puisque alors, le terme n'existait pas à l'époque, mais elle se fait licencier. Elle se fait licencier par, je crois, une gardienne jalouse ou quelque chose comme ça, qui fait que son employeur la fait sortir du système de son entreprise, et n'ayant pas d'autres moyens de subsistance, va commencer à tomber dans une déchéance, et je m'en suis arrêté au fait que il y a un arracheur de dents qui passe dans la ville et elle se fait arracher ses dents pour pouvoir payer ses dettes et donc payer son loyer. Donc il existe des tensions intraclasses. Les femmes sont perçues comme une menace économique aux yeux des ouvriers. C'est un phénomène qui est également constaté pour les ouvriers de couleur, les ouvriers notamment à l'époque, les ouvriers noirs. C'est-à-dire en cela que, au lieu d'avoir finalement un consensus et une lutte de classe collective entre tous les ouvriers, entre tous les individus, les ouvriers hommes vont voir les femmes comme une menace parce qu'elles coûtent moins cher. Donc, potentiellement, les hommes ouvriers sont remplaçables. Il en va de même pour les ouvriers que l'Europe est allée chercher en Afrique. Jacqueline Laufer
nous précise que justement, cette domination dans la société est un fruit de ces mécanismes et va alimenter une vision bourdeusienne où la domination constitue l'accumulation de capitals sociaux. Je vais peut-être aller un peu trop vite. Et donc Jacqueline Lofer nous précise que cette domination se traduit comme toute forme d'exercice du pouvoir qui existe dès lors, et pour autant que l'on la connaisse comme telle, dans un espace donné, conduisant à un jugement de légitimité, de soumission ou de contestation. Et donc finalement, c'est ce qui va alimenter, je vous le disais, Bourdieu dans l'accumulation de capitaux, et lui, il va aller plus loin en expliquant que les capitaux, ce sont des capitaux économiques, sociaux et culturels. Et si l'égalité civile et politique ne se traduit pas dans les faits par une égalité économique et culturelle, au sens de l'habitus, l'autonomie complète des femmes ne peut exister. Et donc, dans un phénomène de domination des femmes, il faut opérer une distinction entre l'oppression des femmes et l'exploitation capitalistique, selon donc la vision de Marx et Engels, pour distinguer la condition féminine, d'une part, entre la sphère domestique et le monde du travail. J'avance toujours sur ce volet de domination, sur les différences de disciplines qui expliquent que le phénomène de domination masculine, sur la base donc, de constructions socio-culturelles, écarte l'hypothèse d'une ascendance naturelle. Beauvoir l'expliquait en 1949, Lévi-Strauss l'expliquait aussi en 1947 avec sa distinction entre nature et culture. Ce sont des bases d'une hiérarchie sociale motivée par des rôles masculins et féminins. C'est finalement Moscovici en 1972 qui l'expliquera. Bourdieu, en 1998, précise que la domination est un processus de socialisation qui naturalise les différences de genre, c'est-à-dire un floutage des frontières par la transmission des schèmes mentaux inculqués, somatisés, qui sont au plus profond de nous. Un processus diffus qui pénètre profondément les mécanismes sociaux. Il en résulte pour les femmes un manque, une perte de confiance et de dépendance statutaire. Le modèle de domination est difficile à déconstruire car il repose sur un capital symbolique transmis au sein des structures sociales. Et toujours, Simone de Beauvoir nous explique que le féminisme le plus décidé de l'époque, c'est Poulain de la Barre, qui publie en 1673 un ouvrage d'inspiration cartésienne de l'égalité des deux sexes. Il estime que les hommes étant plus forts et ont partout favorisé leur sexe, et que les femmes acceptent par coutume cette dépendance. Elles n'ont jamais eu leur chance, ni liberté, ni instruction. On ne saurait donc les juger d'après ce qu'elles ont fait dans le passé. Rien n'indique qu'elles soient inférieures à l'homme. L'anatomie révèle des différences, mais dont aucune ne constitue pour le mâle un privilège. Et Poulain de la Barre conclut, en réclamant pour les femmes une solide instruction. Que l'école de pensée soit symbolique ou naturaliste, le genre revient à une construction sociale différentialiste des sexes qui structurent les rôles et les statuts des femmes et des hommes en société, influençant le capital scolaire et professionnel. Pour aller plus loin, la féminisation des professions entraîne aussi leur dévalorisation. À cela, je vous renvoie à l'excellent reportage Arte et l'homme créa la secrétaire, où finalement on se rend compte que à l'origine, le secrétaire, le dactylo, était un métier occupé par la bourgeoisie masculine et que l'évolution mécanique, l'accélération de la révolution industrielle fait qu'en France, le besoin en secrétaire a été multiplié par 4, par 8 aux États-Unis, que la place des femmes a donc été aussi celui du rôle de secrétaire parce que sur le marché du travail, les hommes ne suffisaient plus et que l'introduction de femmes dans ces métiers de secrétaire ont rendu exclusivement ce métier féminin et par la même occasion l'a dévalorisé. Donc les manifestations de la domination entraînent des inégalités entre les hommes et les femmes et principalement donc une dévalorisation des métiers féminisés, un temps partiel subi et des écarts de rémunération. Tout ça finalement s'alimente et s'entretient. C'est un peu tout le résumé, j'ai pas précisé la slide, mais voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué ici.
Et donc, Pierre Bourdieu, dans son livre La domination masculine, nous explique que les divisions constitutives de l'ordre social, et plus précisément les rapports sociaux de domination et d'exploitation qui sont institués entre les genres, s'inscrivent ainsi progressivement dans deux classes d'habitus différentes, sous la forme d'exis corporels opposés et complémentaires, et de principes de vision et de division qui conduisent à classer toutes les choses du monde et toutes les pratiques selon des distinctions réductibles à l'opposition entre le masculin et le féminin. Une petite précision, c'est que l'exis corporel, c'est la mythologie politique réalisée, incorporée, devenue disposition permanente, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et par là de sentir et de penser. Quelque chose qui a été expliqué dans son ouvrage Le sens pratique en 1980. Pour accélérer et partir sur l'univers professionnel et donc mettre en dialogue la revue de littérature avec une démarche empirique, j'aimerais vous présenter l'étude qui a été réalisée. Cette étude que j'ai menée sur le terrain mettait en exergue deux notions, la féminisation et la parité. Mon terrain d'étude était une enquête qualitative avec une méthodologie concernée par des entretiens semi-directifs. L'outil que j'ai utilisé était un guide d'entretien administré individuellement à des personnes, donc c'est-à-dire tout simplement des entretiens en tête-à-tête. Mon échantillon était un échantillon de femmes ingénieures, techniciennes et RH, et le matériau de cette étude, ce sont des enregistrements audio qui ont conduit à des transcriptions à mi-chemin entre littéraire et littéral, soit à peu près 28 heures d'enregistrement pour 130 heures de transcription. Pour vous présenter très rapidement, on ne va pas l'aborder en détail, la structure de ce guide d'entretien, on voit que finalement, il reprend l'ensemble des grandes lignes de cette revue de littérature et va progressivement, pas à pas, dans une construction progressive de l'interrogation sur la féminisation et la parité. Et il va de plus en plus complexe. On va éviter, dans les disciplines abordées, de noyer la personne interrogée, le sujet interrogé dès le début. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir pratiquer la narration, le questionnement, et donc de passer de la théorie à la pratique RH. L'échantillon a été constitué en deux temps. D'abord, une approche ciblée en contactant des personnes de mon réseau, puis dans un second temps, avec une approche, ce que j'appellerais probabiliste stochastique, où j'ai finalement fait appel au volontariat. J'ai sollicité Emmanuelle Galichet de Win France, donc en tant que présidente de Win France, et elle a très gentiment relayé cet appel à volontariat, où finalement j'ai eu plus de succès que je ne pourrais accueillir de personnes pour mener ces entretiens. Donc 14 sujets interrogés au final, différents métiers, parcours, rôles, position hiérarchique, nationalité, âge et type d'entreprise, et donc entreprise en elle-même. Donc on peut considérer que l'échantillon était représentatif. Pour parler très concrètement et très rapidement, on va essayer de plutôt énumérer en bullet point les prochains points. C'est qu'au niveau de la psychologie de l'orientation, on constate qu'il y a une valorisation de toutes les filières et que cette valorisation de toutes les filières permettrait, et donc là on est plutôt dans le volet de la préconisation, permettrait de créer des passerelles entre des bons cursus. Et offrir des opportunités de réussite et de valorisation en dehors de l'école, pour moi, semble quelque chose de pertinent dans la psychologie de l'orientation chez l'enfant. C'est l'un des sujets interrogés qui me disait mon fils n'est pas très à l'aise à l'école, c'est pas l'endroit où il va le plus s'épanouir, mais j'essaye en tant que mère de lui trouver des situations en dehors d'un contexte académique où il va pouvoir avoir des opportunités de réussite et de valorisation qui vont lui permettre de pouvoir se construire. Et finalement, de tout ce que je retire du matériau de ces sujets interrogés, c'est que la pédagogie interactive et dynamique permet d'éviter la normalisation des esprits et de la normativité, et surtout évite la dévalorisation des filières techniques et technologiques. Ce serait quelque chose de pertinent. Si on parle de psychologie de l'orientation toujours, un constat dans ce domaine de la psychologie, c'est que, il y a un manque de maturité dans la prise de décision chez l'enfant.
quand on lui demande à des périodes charnières de troisième, de seconde, de terminale, de s'orienter dans des études supérieures, il n'est pas mature. Que la pression de la stabilité diffusée par les parents influence ses choix et que l'enfant peut également émettre un désir de faire plaisir. Ben, si mes parents estiment que médecine c'est bien, ben, je vais faire médecine parce que ça leur fera plaisir. Donc on constate que dans cette psychologie de l'orientation, les parcours académiques sont dictés par des attentes parentales et par un transfert culturel inconscient. Les sujets interrogés nous l'ont expliqué aussi par leur propre vécu, et que cela pouvait aussi générer l'impossibilité ou la crainte de bifurquer. Et en ce sens, bifurquer veut dire se réorienter de manière drastique. Un autre point qui semble pertinent en termes de préconisation toujours sur ce levier, c'est de développer et de privilégier des encouragements, une approche pédagogique plus souple et individualisée auprès des enfants, qui vont valoriser les compétences et les aspirations des élèves. Et nous préconisons également de déconstruire le conditionnement scolaire, social, genré, de sortir des logiques binaires du tout ou rien, et de former les conseillers d'orientation, par exemple, au niveau des pratiques qui sont dispensées par celle de l'APEC, pour être plus en phase avec les réalités professionnelles. Quasiment la majorité des sujets interrogés m'ont dit que les conseillers d'orientation qu'ils ont connus dans un parcours académique ne leur ont pas été d'une grande utilité, voire même reproduisaient des schémas stéréotypés et genrés. Ça permettra d'ailleurs, cette formation des conseillers d'orientation permettra d'éliminer l'exclusion académique et l'autodisqualification, et notamment l'autodisqualification des filles. Au niveau de la sociologie du genre, Excusez-moi, Loïc, il faudrait que oui, vous avanciez parce que si vous voulez qu'il y ait des questions et qu'il y ait un petit débat qui s'installe, et c'est tout l'enjeu de ces webinaires, absolument, c'est de la je discussion. vais Il accélérer. faut que, parce qu'il est déjà 27 et normalement on devait finir dans 3 minutes. Donc D'accord, j'ose espérer que tout le monde pourra rester un tout petit peu plus, mais il faut que vous avanciez. Merci. très bien. Alors, niveau sociologie de l'orientation, inculcation de concepts de masculin et des féminins dès l'enfance engendre des constructions genrées et donc associationnistes dans les domaines de l'éducation, de la publicité et de l'éveil de l'enfant. Euh, Ce rôle de régulation qui est assuré par les parents pour maintenir cette distinction empêche toute transgression par la pression sociale, une frontière qui est qualifiée d'infranchissable et renforcée par la menace et la punition. Les comportements disruptifs sont vus comme déviants, avec une marginalisation comme coercition et une répression psychologique. Comme on doit avancer, je vous épargne ce schéma de la polarité entre les genres et l'opposition constante entre hommes et femmes émis par Pierre Bourdieu. Est-ce que ça peut être pertinent de vous le présenter? Non, on va essayer d'avancer. De toute façon, vous aviez compris qu'il existe une omniprésence du patriarcat, la domination masculine. Non, on va avancer. Je vais essayer de peut-être pas aller trop vite. Alors, on va plutôt passer aux préconisations, puisque l'idée, c'est de pouvoir présenter des choses concrètes aux entreprises pour qu'elles mettent en place leurs actions. J'avance vraiment beaucoup, hein, donc on va avancer volet par volet, et notamment par... Alors, j'ai juste avancé, comme ça vous permet de pouvoir suivre en même temps. Parler du mouton à 5 pattes, c'est dommage. Et puis de parler de volet par volet en matière de ressources humaines. Donc on va d'abord apporter le volet du recrutement. Je vais vous faire un peu une liste à l'après-vert, mais ça vous permettra de pouvoir très rapidement comprendre ce qui peut être intéressant de mettre en place pour féminiser les métiers techniques. Côté recrutement, adopter une posture proactive en allant à la rencontre des candidats potentiels. Abandonner les cadres rigides qui ne correspondent plus aux nouvelles générations. Insister sur le principe de parité plus que de féminisation. Mettre en lumière et valoriser les parcours professionnels des femmes, avoir des rôles modèles. Davantage miser sur le potentiel des candidats. Créer un climat de confiance tout au long du processus de recrutement par une communication rassurante, de la transparence, de la proximité, des délais de traitement réalistes. Élargir le vivier des candidats avec des
personnalités issues de d'autres industries, développer des programmes de formation interne sur les nouveaux arrivants, adopter une approche neutre dans la rédaction des offres d'emploi, instaurer des jurys de recrutement, sensibiliser les recruteurs et les managers aux mécanismes psychosociologiques sous-jacents. Au niveau de l'attractivité, éveiller la curiosité des plus jeunes, l'accessibilité à des parcours indépendamment du genre, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de métier de filles et de garçons. Repenser l'offre d'immersion avec une dynamique active et variée, notamment pour les stages d'observation de troisième, de seconde. Cibler stratégiquement les établissements d'enseignement et valoriser les filières courtes. Développer un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs, structuré, dynamique, régulièrement animé et soutenu par la direction. Former à la prise de parole et à la vulgarisation. Ça pourrait être par exemple l'objet d'une collaboration avec la SFEN. Engager des partenariats avec des associations, Win France, Elle Bouge, etc. Accorder du temps d'ambassadeurat et de bénévolat, de mentorat pendant les heures d'activité. Valoriser les ambassadrices qui sont impliquées, par exemple les faire inscrire au prix Femmes Energia. Développer des réseaux professionnels à l'origine du phénomène d'empowerment. Favoriser le partage de bonnes pratiques entre les réseaux RH pour éviter de réinventer la roue. En matière de communication RH, diffuser des messages cohérents sur les enjeux d'égalité et de mixité, valoriser les salariés de manière équilibrée en assurant une représentation juste et inspirante, mettre en avant des rôles modèles, comme on le disait précédemment, s'interroger sur l'audience cible, les canaux de communication les plus pertinents et surtout les codes les plus adaptés pour communiquer. En matière de qualité de vie au travail, comprendre les raisons sous-jacentes des ruptures de contrat, intégrer la perception de la mixité et de la féminisation dans les enquêtes internes. Pour ce qui est de la santé-sécurité, prendre en compte les contraintes liées aux menstruations, notamment pour les métiers de terrain, avec des dispositifs et des infrastructures adaptées. Vis-à-vis de la formation, déconstruire les stéréotypes de genre et les biais inconscients, et donc sensibiliser les collaborateurs à ce sujet-là. Pour ce qui est de la rémunération, refondre les grilles potentiellement de rémunération des jeunes diplômés qui reproduisent des inégalités structurelles. Si les jeunes femmes, les jeunes filles font des études qui sont où on les amène à être moins ambitieuses, alors elles vont faire des parcours moins prestigieux, faire des écoles d'ingénieurs considérées comme moins prestigieuses également, et donc leur école va influencer leur premier salaire d'entrée dans le monde du travail. En matière de GPEC, élargir les compétences et ouvrir l'accès aux responsabilités. On aurait pu le voir et on pourra peut-être le développer s'il y a des questions à ce sujet. En conclusion, puisque on va laisser plutôt part aux questions, au débat, c'est que la sous-représentation des femmes dans les métiers techniques de l'industrie est le fruit d'un processus de socialisation ancré dans des schèmes mentaux stéréotypés, que la psychologie sociale et la philosophie sociale nous permettent de mettre en lumière une construction sociale du genre qui assigne aux femmes des rôles passifs et domestiques dès l'enfance, et donc qui perpétue une hiérarchisation entre les sexes et une violence symbolique liée à la domination masculine. Et cette différenciation s'opère dès l'éducation, qui oriente les choix académiques et donc in fine professionnels, et de manière inconsciente et contrainte. Les institutions, les agents de socialisation reproduisent ces stéréotypes et enferment les individus, les enfants, dans un déterminisme social qu'il va être difficile de briser, et ce malgré des remises en question contemporaines. Et donc Jean-Paul Sartre l'expliquait à ce titre sur l'existentialisme. L'existence précède l'essence. Qu'est-ce que signifie ici l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. Et pour les entreprises, le défi consiste à dépasser l'héritage de la domination masculine sur certains métiers. Donc, c'est tout l'enjeu de la féminisation des métiers techniques et de la sensibilisation, de l'information, de la formation, de la mise en place de dispositifs RH réalistes et pertinents. L'étude de ce sujet nous amène à souligner que la complexité de ce dernier est prégnante et qu'il est impossible d'y apporter des réponses axiomatiques, que l'essentiel est de se prémunir des effets de mode et des politiques de féminisation à des fins d'image où les entreprises feraient, mais sans fonds pertinents, font sans fonds, FONT et FOND.
et qu'une forme d'éducation transversale au sein des entreprises permettrait de déconstruire les schèmes mentaux qui perpétuent les rapports de domination. Une prise de conscience des enjeux que revêt la féminisation permettra à tout un chacun de se réinscrire dans une dynamique pérenne et authentique. Et donc Simone de Beauvoir l'expliquait, aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Et en conclusion, pour conclure, la conclusion de la conclusion, on ne naît pas femme, on le devient. Je vous remercie pour votre attention. La présentation est maintenant terminée. Donc, comme Emmanuel le précisait, on va pouvoir laisser plutôt part aux questions-réponses. Je vous remercie énormément, Loïc. C'était extrêmement passionnant. Donc, place aux questions. Je vous propose de lever la main et je vous donnerai la parole dans l'ordre du lever de main. Bon, je vais commencer. Je vois qu'il y a... Ah si. Alors, Gaëlle, je vous en prie. Bonjour, merci Monsieur Perrault, merci Loïc pour cette belle présentation. Est-ce qu'on peut retrouver toute cette étude? Ce sera mis à disposition Oui, je peux vous envoyer le support de présentation, bien évidemment, et je peux également mettre à disposition le mémoire en lui-même. D'accord. Il est déjà disponible sur mon profil LinkedIn, mais je peux l'envoyer par mail, il n'y a aucun problème. Ok, donc je peux le partager, parce que moi je fais partie de l'association Elle Bouge, donc je peux Oui. partager avec eux. Ok, parfait. Merci. Avec grand plaisir, merci. Patricia? Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette présentation qui est très intéressante et très bien étayée. Par contre, moi, je me pose un peu des questions parce que j'avais fait des statistiques et j'ai travaillé dans le cadre de WIN avec le CNRS à Marseille, des femmes qui ont travaillé sur les stéréotypes de genre. Oui. Voilà. Et ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait aussi le biais du stéréotype qui était ancré aussi bien chez l'homme que chez la femme, suivant la manière dont on posait la question lors d'un examen. Hein, donc il y avait ce là. Oui. Voilà. Oui, je vois C'est absolument. Isabelle Régnier, voilà, qui a fait et qui a depuis beaucoup avancé dans ses études, là, qui a fait une dernière présentation qui était très très intéressante. Et il y a un deuxième point. Alors par contre, moi je me pose des questions, c'est comment on explique, par exemple, qu'en Espagne, qui est très patriarcale également, il y a 50% maintenant de filles qui prennent les STEM, les sciences techniques et les mathématiques. Alors qu'on était dans les mêmes proportions que la France, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, effectivement, je pense que vous faites donc allusion à la façon dont, quand on pose une question à un enfant à l'école, si l'exercice, on lui présente sous la forme de géométrie ou de dessin. C'est ça. Voilà, si on présente le problème comme un problème de géométrie pour un garçon, il va réussir. Si c'est pour une fille, elle ne va pas réussir. Enfin, elle va se mettre des blocages. Elle va s'auto-discréditer. Alors nous, on l'a testé. Hein, on l'a testé dans les écoles avec les profs de mathématiques. On avait fait des présentations, justement, il y avait Andrea qui était venue avec moi. On a fait des présentations dans le sud de la France et ça marche. Hein, c'est-à-dire, quand on leur dit c'est de la géométrie, elles n'ont pas de résultats. Quand on leur dit c'est du dessin, elles ont les meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment la pédagogie ludique très a toute son surprenant. importance. Voilà. Absolument. Et pour répondre à votre question sur la différence France-Espagne, oui. Cela peut s'expliquer par, comment dirais-je, des habitudes culturelles locales. Dans les sujets interrogés que j'ai pu avoir dans cette étude, dans l'échantillon, j'avais des personnes donc, qui étaient françaises, italiennes, tunisiennes, par exemple. Et en Tunisie, les filles témoignaient d'une sorte de rattrapage, par exemple. C'est-à-dire que les générations passées, leurs grands-mères, avaient été complètement écartées du système scolaire, n'étaient jamais allées à l'école. Et pourtant, il y avait une majorité de jeunes filles, voire même une prédominance de filles dans les filières techniques, ou un équivalent de baccalauréat S. Au Maroc, par exemple, on va l'appeler sciences mathématiques. Et en école d'ingénieur, ça va être plutôt une disproportion au bénéfice des filles.
Ben, on le Donc, voit je pense avec qu'il le y a ce Maroc, oui. décalage culturel aussi. Au Maroc, on voit que les filles qui viennent en France, elles finissent majeures des promos d'école d'ingénieurs donc, en ce moment. Donc, ça, quand même, ça fait poser des questions quoi, sur, je dirais, la manière dont en France, on se comporte dans les lycées et collèges et la manière dont on avance. Enfin, moi, je sais pas, ça me perturbe un peu là-dessus. Tu as raison, Patricia. Absolument, merci. D'autres questions? Moi, j'en ai deux. Je me permets de vous les poser également parce qu'il y a deux choses qui m'ont. Il y a une qui m'a absolument déstabilisée. C'est la, c'est la partie évolution d'un métier de masculin à féminin comme le secrétaire. Oui, Et donc, je me dis qu'une des actions privilégiées qu'on devrait avoir, c'est féminiser les hauts postes parce que plus haut que PDG, on pourra pas, parce qu'en fait, les hommes sont partis sur des postes plus hauts que le secrétaire au fil de l'industrialisation. Donc, je me dis, absolument. peut-être que notre action vraiment principale aujourd'hui, ce serait peut-être d'aller pousser pour une féminisation des hauts postes à responsabilité, de manière à ce que s'établisse une parité et qu'en fait, après, peut-être que ça va ruisseler, comme les théories du ruissellement, sur les postes un peu plus bas. Ça, c'est ma question. Et l'autre, c'est une proposition. Avec Win, on est beaucoup présidente de la République. Par exemple, quelqu'un veut postuler avec grand plaisir. Alors, l'autre proposition, ça serait que votre étude soit la base amendée, enrichie, etc., sur notre proposition à l'international pour WIN, parce qu'on fait partie de cercles de réflexion sur le gender balance à la Commission européenne, à l'AIEA. C'est Andrea qui est notre représentante. Il y a aussi, j'ai vu Aline qui est là. C'est les deux personnes stars sur ces choses-là. Et justement, on a des groupes de réflexion sur comment aller plus loin. Et je pense que ce serait très intéressant que vous les accompagniez dans l'organisation d'une proposition Win France vers ce genre de groupe. Je laisse peut-être Aline et Andrea ou amender ma proposition. Ah, Aline, elle peut peut-être. Ah si, merci Aline. Attends, oui, non, je suis en train d'ouvrir. Ouais. Bonjour, bonjour Bonjour. à toutes. Oui, alors je ne sais pas le temps dont dispose Loïc. En tout cas, à l'AUA, on a, comme c'est un groupe, enfin la WIN AUA, mais comme on est à la base internationale, on va trouver plein de volontaires, c'est sûr. Et sur des pays très divers, puisqu'on a 140, non, plus que ça, 180 pays membres, mais enfin, on en a plus d'une centaine représentés. Mais voilà, je conçois que ça puisse prendre beaucoup de temps et je ne sais pas quelle portée ça peut avoir. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez trouver facilement des femmes qui travaillent dans le nucléaire à l'international dans un seul endroit, ici c'est bien. Là où je suis. Merci. Et pour donc du coup répondre à votre question qui, alors finalement, Emmanuel, finalement, votre question est axiomatique. Parce que cette théorie du ruissellement telle que vous la présentez, effectivement, porterait ses fruits. En tout cas, on le suppose, c'est que mettre des femmes dans les plus hautes instances de direction et même politique, hein, puisque, alors malheureusement pour ma revue de littérature, j'ai discrétisé certains papiers. Mais il y avait également la question de la politique et de la place paritaire des femmes en politique. Et aujourd'hui, cette place des femmes en politique, paritaire, impose dans une certaine sorte un quota. C'est 50-50. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il serait question de devoir mettre des quotas pour pouvoir avoir des personnes dans les plus hautes instances. Je n'aurais pas de réponse franche sur le sujet. Alors, non, ouais.
Alors, attends, Aline, je te laisse la parole, mais je réponds parce que j'avais posé. Alors, les quotas, c'est pas ça hein, que je dis. C'est que nous, en tant qu'association, on ne va pas aller militer. On n'est pas des militantes politiques, surtout pas. Donc, on ne va pas aller militer pour mettre des quotas ou des règles, des lois et des décrets. Non, ce que je veux dire, c'est que par nos actions, montrer aux femmes, aux jeunes filles surtout, qu'avoir un poste à haute responsabilité permet de les aider et d'aider une communauté féminine en particulier, et même masculine, parce que à force d'être ensemble, ils répètent les mêmes erreurs, en gros, hein, on voit. Oui. Donc, donc, ça serait intéressant. Non, moi, ce que je voulais dire, parce que d'ailleurs, sur la politique, hein, il faut savoir qu'il y a une parité, il y a des quotas, mais on met les femmes sur des postes où elles ne seront pas élues. Et il n'y a surtout pas de conseillère des ministres, il n'y a pas de sur la politique scientifique, industrielle, il y a pas de il y a très peu d'expertes qui sont dans des postes à conseil. Je ne dis pas obligatoirement les mettre devant, mais qu'elles puissent conseiller les politiques publiques, par exemple. Absolument. Il y en a très très peu si on fait le. Voilà, c'est tout. Éviter le cliché de les assigner à des rôles sociaux. Voilà, et puis les ministres de la famille, de l'égalité. Bon, on a de la chance, entre guillemets. On a pour la première fois une ministre de l'Éducation nationale qui est une polytechnicienne. Mais bon, elle n'est pas très scientifique non plus, elle n'a pas fait de carrière scientifique. Donc, vous voyez, il nous manque des ingénieurs et des chercheurs à des postes de décision, même sur les politiques publiques. Qui finalement engendre l'effet de rôle modèle. Et donc, comme vous le disiez, hein, qui permet de pouvoir donner cette envie aux jeunes filles, aux petites filles, en leur disant, tu vois, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Absolument. Aline. Oui, moi je voulais dire que à l'agence, à l'AIEA, justement, on est arrivé à 50% de parité dans les postes de cadre. Et alors, c'est plus facile puisqu'on a des politiques de rotation, mais ça a quand même été une politique très volontariste du DG. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de dents qui ont grincé, et même chez les femmes d'ailleurs, parce que on n'arrivait pas à staffer forcément. Mais nous, on a un déséquilibre dans les positions plus justement de ce qu'on appelle les non-cadres. Et en plus, ils ont des contrats long terme et donc on essaye de plus en plus d'embaucher des hommes dans ces métiers de secrétariat. Et ils sont très bons. Et comme on les paye bien, de toute façon, en plus, ça attire. Mais ça grince des dents côté femmes. Donc je pense que l'exemple, le ruissellement par le haut, je pense qu'il doit être aussi accompagné d'une valorisation des métiers qui sont justement pas cadres, de support, et pour pouvoir attirer plus d'hommes, pour équilibrer des deux côtés en fait, dans tous les Absolument. Alors, ça faisait partie des quelques slides que j'ai écourtés. Surtout que, alors vous mettez le doigt sur ce sujet-là, et il y a aussi on va dire ce paradoxe, puisque si on cherche vraiment la parité dans les organisations, entreprises, administrations, on cherche à féminiser les métiers techniques, mais on ne cherche pas, ou on ne cherche plus à masculiniser les fonctions support. Après, il y a aussi cet enjeu de ça n'arrangerait pas les chiffres. Donc, certaines entreprises ne voient pas ce combat comme le leur. Ouais. Ok, je pense qu'on va clore ici ce premier événement des Win Rendez-vous. Je remercie vraiment tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Merci encore Loïc pour cette présentation incarnée vraiment et une vraie bibliographie sociologique. C'est vraiment extrêmement intéressant. Vous pourrez regarder le replay et puis toutes celles et ceux qui sont là et qui ont des envies de webinaire, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter pour qu'on invite les personnes. Bonne journée et bon week-end. Merci à toutes et à tous. Merci. Bon week-end. Merci. Très bonne journée et très bon week-end. Merci. Bon week-end à tous.